Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien que nous avons avec Monsieur John Delosso. Il est l'auteur d'un rapport sur les biens secrets, disons l'argent caché de la famille Kabila. Monsieur Delosso, bonjour. Bonjour Zuma. Alors, en quelques mots, dites-nous un peu pourquoi un rapport comme celui-là était nécessaire. C'est très nécessaire de dévoiler les secrets en général, je dirais. Mais dans ce cas, il s'agit des activités de la manipulation du secteur bancaire en RDC. Et donc, c'est important de dévoiler ces secrets pour que les citoyens congolais puissent voir ce que les anciens dirigeants du pays ont fait avec un secteur qui est très important dans ce pays. En fait, c'est le moteur, on peut dire, de la commerce, de l'industrie et tout cela. Et si le secteur bancaire ne marche pas, c'est très difficile de lancer la croissance économique et tout cela. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce rapport? Donc, il y en a plein, Arzuma, merci. Mais en fait, il y a trois parties dans le rapport. Dans la première partie, on parle de structure de cette banque d'investissement secrète qui appartenait à la famille Kabila. Kwanza Capital, il s'appelle. Donc, on parle des liens avec la famille Kabila et on peut dire les hommes de paille de la famille Kabila. Pardon. Mais aussi, on parle d'un certain lien qui est très important dans ce drame. C'est le lien entre Kwanza Capital et une banque commerciale en RDC qui s'appelle la BGFI Bank RDC. Et en fait, je souligne ce lien parce que, en fait, les mêmes personnes qui ont dirigé Kwanza Capital étaient en même temps les dirigeants de la banque commerciale BGFI Bank RDC. Et donc, comme vous pouvez imaginer, ça pose pas mal de problèmes par rapport à la corruption, le blanchiment d'argent, etc. Alors, dans le rapport, effectivement, on revient sur ces différentes transactions, Oui. des rencontres qui ont eu lieu, des petits accords qui ont eu lieu. Mais de façon concrète, comment est-ce que ce rapport offre des solutions ou est-ce que ce rapport envisage justement procurer une manière ou un moyen éventuellement de prévenir cela et puis d'être aussi un outil peut-être pour les Congolais et puis pas seulement, peut-être que la communauté internationale aussi a finalement besoin de documents de ce genre-là. Parlez-nous un peu de ça. Juste pour expliquer une chose par rapport à la mission de Century, l'organisation qui a été fondée par l'acteur George Clooney et l'activiste Jean Prendergast, où je travaille. En fait, pour nous, ce n'est pas notre mission de créer des barrières pour le commerce dans l'Afrique. Mais en fait, on veut dévoiler les activités qu'il s'agit de la corruption. Parce que notre mission, c'est de lutter contre la corruption. Mais dans ce rapport, on a essayé de ne pas seulement donner des informations sur les activités louches, des activités corrompues, etc. On a essayé quand même, vers la fin du rapport, de donner quelques solutions constructives, on peut dire, des recommandations. Et donc, je peux résumer un peu les recommandations. Donc, première, on suggère, The Century suggère aux autorités internationales de faire des enquêtes, en fait, par rapport aux activités qu'on a démontrées dans le rapport. N'importe quelle juridiction. Parce que, en fait, comme vous auriez vu dans le rapport, il y a des acteurs qui entrent dans le drame qui viennent de 4 continents. Donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe. Et donc, nous suggérons que les autorités dans n'importe quelle juridiction examinent ces activités pour voir s'il y a peut-être on peut utiliser les sanctions ciblées pour prévenir
ou de cesser ces activités ou même un tel type d'activité. Donc, on a cela avant. Deuxième, on suggère aux institutions privées, c'est-à-dire les banques commerciales, les autres institutions dans le secteur financier international. Parce que quand on parle de système financier, ce n'est pas juste une île dans l'RDC. Donc, c'est tous lié. C'est mondialisé. Et donc, nous suggérons que les institutions financières, les banques, etc., dans les autres juridictions, font une examination pour voir s'il faut prendre des actions, s'il faut réagir aux activités qu'on a démontrées très clairement dans le rapport. Par exemple, il peut voir s'il y avait une transaction qui a croisé leur banque, qu'il s'agit de blanchiment. Et donc, après avoir fait une telle examination, cette banque peut parler avec les autorités dans leur pays. Troisième type de recommandation s'agit de celle pour le gouvernement congolais. Et ça, c'est un peu plus difficile parce que, comme vous le savez, c'est une situation politique très sensible, très complexe. Mais je viens de voir aujourd'hui que le lanceur d'alerte, Jean-Jacques Lumumba, a lu le rapport, qui est un très grand honneur. Il a dit qu'en fait, les révélations dans le rapport constituent un test pour le nouveau président, M. Félix Tshisekedi. Et donc, pour M. Tshisekedi et les autres autorités en RD Congo, nous suggérons qu'ils, bien sûr, mènent des enquêtes par rapport aux allégations qu'on a faites dans le rapport par rapport au détournement des fonds publics. Il y a en fait des allégations sur le détournement par rapport à la Banque centrale, qui est l'agence primaire de régulation dans le secteur bancaire. Donc, ça, c'est très inquiétant. Et quand même, dans une entreprise étatique qui s'appelle la Société congolaise des transports et des ports, qui s'occupe de l'infrastructure, qui est quand même un moteur de le commerce et de la croissance économique. Et donc, le gouvernement, selon nous, devrait enquêter sur ces affaires. Mais quand même, une autre chose qui est très montrée à chaque étape dans le rapport, c'est que je venais de mentionner la Banque centrale. Et donc, la Banque centrale, c'est l'agence qui doit protéger l'intégrité du secteur financier en RD Congo. Mais à chaque étape dans le rapport, ce qu'on a vu, c'est qu'au moins la Banque centrale était absente. Mais quand même, il y a des traces de la participation des autres cadres de la Banque centrale de Congo. Et donc, il faut absolument être sûr que les gardiens de secteurs propres opèrent dans les confines de leur mandat juridique, en fait. Alors, c'est un rapport de plus, on peut considérer, sur Kabila et aussi sur différentes actions. Pour beaucoup de Congolais, ces données sont connues. Ils savent plus ou moins ce qui se passe. Alors, quelle est la différence maintenant avec ce rapport? Qu'est-ce qui va changer? En fait, c'est plus difficile de opérer dans une telle manière d'être un homme de paille si le monde connaît que vous êtes un homme de paille. Et donc, le commerce illicite devient plus coûteux. C'est-à-dire, ça coûte plus cher de faire des transactions, de cacher l'argent, les biens mal acquis, etc. Et donc, une des choses qu'on a fait dans le rapport, c'est en fait, de dévoiler ces personnes. Donc, ils sont peut-être connus par le petit secteur des banquiers en RD Congo, mais par rapport à l'opinion publique, si on peut le dire, ils sont des inconnus. Et maintenant, ils ne sont pas.
Alors, The Century, c'est une organisation internationale. Est-ce que l'Afrique centrale, c'est un des premiers centres d'intérêt, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du scope? Nous nous concentrons sur 4 pays. Donc, c'est le Soudan du Sud, le RCA et le RD Congo. Mais comme vous étiez au lancement à l'Atlantic Council il y a quelques jours, et donc au début de mes remarques, j'ai dit que, en fait, un des aspects de la corruption, c'est qu'ils ne respectent pas des juridictions et des frontières nationales. Et donc, nous nous concentrons sur ces 4 pays, mais en fait, comme dans le rapport, c'est un réseau mondial en fait. Et donc, parfois, on se trouve recherchant la Chine ou les entreprises de, par exemple, l'Angola, la Suisse, etc. Tous ceux qui sont en liaison d'une certaine manière. Exactement. Et qu'est-ce qui détermine en fait le choix de ces 4 pays? En fait, la décision d'avoir un tel scope, c'est qu'il s'agit des pays qui sont très fragilisés au niveau de gouvernance, mais quand même où on avait pas mal de conflits. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dévoiler le système kleptocrate et les actes de la corruption pour que les personnes qui profitent peut-être de ce conflit ne peuvent plus opérer de cette manière et que leurs biens mal acquis et le lien entre eux et le conflit soient en plein air. Alors, vous avez travaillé avec des lanceurs d'alerte, des personnes ressources anonymes, etc. Aujourd'hui, on vous parlait dans le rapport de moins 140 millions qui seraient concernés dans cette affaire de biens mal acquis, en tout cas de cette banque d'investissement Kwanza Capital. C'est quoi l'enjeu pour ceux qui sont sur place, qui ont envie justement de pouvoir dévoiler, de mettre à nu des situations de ce genre-là, quand ils n'ont pas forcément l'appui ou le soutien d'une organisation comme The Century? Oui, en tant qu'organisation pas congolaise, nous sommes plupart des Américains, on est basé ici à Washington, mais pour nous, le but, c'est de faire ce qu'on peut faire où on est, ici, en Europe, etc. Mais par rapport à la société civile congolaise, qui est très brave, l'objectif est de leur soutenir. Et dans le cas de ce rapport, l'idée est de les donner des exemples concrets de la corruption pour qu'ils puissent réagir et de demander aux autorités politiques de prévenir de tels abus. Et en fait, il y avait un autre événement à l'Atlantic Council où l'actuel président, M. Tshisekedi, a utilisé un mot qui m'apparaît très intéressant en français, déboulonner. Et donc, avant cet événement, je ne le savais pas, mais maintenant, je le sais. Et donc, j'espère, en fait, que dans ce rapport, on a livré pas mal d'exemples de choses qu'on peut déboulonner et que maintenant, on espère que la société civile congolaise et quand même peut-être en Angola, qui est impliquée dans le rapport, qu'ils peuvent utiliser ces exemples pour, comme j'ai dit, de demander des actions, de la transparence, de la bonne gouvernance, etc., de faire des conséquences pour ceux qui ont manipulé un secteur qui est vraiment au centre de l'économie. En tout cas, on va vous remercier beaucoup. Avant de vous laisser partir, une dernière question. L'un des mantras, c'est vous dites « follow the money ». Il faut suivre là où l'argent est. Est-ce que « follow the money », ça permet de résoudre finalement tous les problèmes de corruption en Afrique, par exemple? Non, en fait.
on fait partie d'une équipe d'organisations internationales, des ONG, des autorités gouvernementales, la média comme vous, etc. Et donc, nous nous occupons de cette partie de la lutte contre la corruption, mais il y en a plein d'aspects de cette lutte. Est-ce que vous avez réussi à contacter des membres du clan Kabila ou de la famille Kabila pour proposer, en tout cas leur montrer les conclusions de votre rapport et qu'est-ce qu'ils ont dit? On attend des réponses. Dans le cadre d'un tel rapport, on donne le droit de réponse, on peut dire, aux personnes mentionnées de leur défendre. Mais dans ce cas, on attend toujours leur réponse. En tout cas, on remercie M. John Delosso d'être avec nous aujourd'hui, de nous avoir accordé ce temps pour nous parler un peu plus de ce rapport qui fait justement état de cette banque d'investissement secrète de la famille Kabila. M. Delosso, merci beaucoup. Merci, Azul. Et à très bientôt.